Benoît Flamec, à la base, tu es animateur auprès des enfants et passionné par le dessin. Illustrateur autodidacte et graphiste, tu t'es lancé dans l'aventure quantique par un premier saut dans l'inconnu en illustrant le livre du docteur Charbonnier, La mort expliquée aux enfants, qui a beaucoup plu. Puis tu as continué par les ouvrages de Jocelyn Morisson, Philippe Guillemant, Sylvie Détiolaz. Tous les livres sont sur le stand de la librairie. Et là, tu vas donc nous raconter ce parcours et comment tu arrives à mettre en dessin toutes ces théories, voilà, toutes ces théories, tous ces concepts. Et c'est ça qui est super intéressant. Donc merci à toi de nous expliquer ça et bonne conférence à toutes et à tous. Et avant, musique. Merci. Ça marche? Bon, bah, ça me change des pubs qui puent la bière. J'ai pas souvent l'occasion de faire un concert devant une salle d'intello comme ça. Mais je vais essayer de m'aligner. J'ai rencontré Benoît il n'y a pas très longtemps et m'a invité, proposé de faire le générique d'entrée, le début de sa prise de parole. Je suis très flatté. Et si j'avais su que ça se passerait comme ça, j'aurais mis un costume. Mais bon, c'est pas grave. J'ai écrit cette chanson, je vous laisse, c'est en français, je fais pas souvent ça en français, donc vous avez de la chance. Et je vous laisse l'interpréter comme vous voulez, avec votre propre conscience. Comme si la vie était un jeu, comme si nos vies étaient à toi. Comme si nos vies valaient si peu. Tu fais comme si c'était comme ça, comme si c'était comme ça. Comme si nos vies se jouaient au jeu. Sur le tapis valaient et rois. Comme si nos vies ne valaient que ça. Tu fais comme si c'était comme ça, comme si c'était comme ça. Comme la vie est belle quand tu t'en mêles pas. Comme la vie est douce quand t'es pas là. Comme la vie est grande, bien plus grande que toi. Mais quand bien même, veille sur toi. Comme tu vas apprendre au jeu, toi au-dessus, nous en deçà. Toi tout puissant, du moins tu le crois. Tu fais comme si c'était comme ça, comme si c'était comme ça. Comme si nos vies étaient à toi. Un capital à exposer à chaud, à froid. Ressources humaines ou animales, comme si c'était normal. Comme la vie est belle quand tu t'en mêles pas. Comme la vie est douce quand t'es pas là. Comme la vie est grande, bien plus grande que toi. Mais quand bien même, veille sur toi. Moi j'aime gravir les montagnes, pas les échelons. Voguer sur l'océan et pas sur l'opinion. Je veux les rires d'enfants, les chants sous les balcons. Avec le vivant, lui donner protection. Et je veux embrasser à la moindre occasion. Embrasser, embrassons. Embrasser la vie, les rêves avec passion. C'est ma révolution. Yeah, yeah.
Alors là, normalement, dans les pubs, ils sont tous debout avec une pinte à la main. Donc, s'il vous plaît, debout, pinte à la main. Debout, pinte à la main. Peut-être avec les deux mains, vous pouvez faire ça. Et on y va. Et comme la vie est belle quand tu t'en mêles pas. Comme la vie est douce quand t'es pas là. Comme la vie est grande, bien plus grande que toi. Comme la vie est belle quand tu t'en mêles pas. Comme la vie est douce quand t'es pas là. Comme la vie est grande, bien plus grande que toi. Mais combien même veille sur toi. Merci beaucoup. Tom, merci à Tom là-haut. Je vais débrancher. Merci. Allô, allô. C'est pas mal comme intro, non? Ça met bien l'ambiance. Eh ben, bonjour à tous. C'est le moment que je crains depuis 24 heures à peu près. C'est le moment où je vais chercher quoi dire. Merci beaucoup Eric pour cette intro. Eric fait partie des personnes qui... en fait, on parle le même langage mais avec des facultés différentes. Donc lui, c'est avec la musique. Et puis moi, ma manière de m'exprimer, c'est avec le dessin. Donc en fait, je vais tout de suite me retirer de la pression en me disant que je viens là en tant qu'illustrateur et pas en tant que conférencier. Donc comme ça, vous allez être compréhensif si jamais je bafouille ou que je suis pas très clair. Voilà, j'insiste sur le fait que les personnes avec qui j'ai travaillé, j'avais vraiment à cœur d'être le plus fidèle possible à ce que ils voulaient dire, tout en y mettant évidemment mon style. Donc des fois, j'aurais tendance à vouloir expliquer des trucs, mais bon, c'est pour ensuite expliquer pourquoi moi j'ai fait comme ça. En fait, c'est juste avant de commencer, il faut placer un contexte. Moi, j'ai un rêve de faire une bande dessinée depuis très longtemps. Et en fait, si vous voulez, cette bande dessinée m'a poussé à rencontrer des tas de gens, à lire des tas de bouquins. Et si vous voulez, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à tomber sur des livres sur les Maasai. Donc je me suis ensuite concentré sur l'animisme, le chamanisme. Et ensuite, quand on tire le fil, on arrive en expérience de mort imminente, physique quantique, etc. etc. Et je trouvais que c'était une extrêmement bonne source d'inspiration. Parce que même si on les prend comme ça d'un point de vue extérieur, c'est juste énorme en fait pour s'inspirer. Et en fait, il s'avère que j'ai illustré des livres que j'ai lus pour m'inspirer moi, et je travaille aujourd'hui avec des auteurs qui m'ont inspiré avant, quoi. J'espère que je suis assez clair. Sachant qu'on va parler du temps, donc préparez-vous. On va commencer tout de suite. Donc la conscience illustrée avec un point d'interrogation. J'ai oublié de mettre le point d'interrogation parce que en fait, pour moi, c'est impossible. Ce sera juste mon interprétation à moi. Est-ce que tu peux s'il te plaît? Donc la première personne avec qui j'ai travaillé, c'est Jean-Jacques Charbonnier, donc qui est anesthésiste réanimateur. Vous voyez bien comme ça. Du coup, spécialiste des expériences de mort imminente. Lui, il préfère le terme expérience de mort provisoire. Après, je pourrais pas vous dire exactement pourquoi, mais lui, il trouvait que c'était plus précis. Jean-Jacques, c'est particulier parce que c'est le premier livre que j'ai illustré dans ce domaine, donc La mort expliquée aux enfants que vous voyez ici. Et on a fait ensuite La vie expliquée aux enfants, parce qu'il fallait bien boucler la boucle. Et là, je vous la donne en mille. Et vous êtes les premiers à le savoir, il y a les 7 bonnes raisons de croire à l'au-delà illustré qui va sortir aussi, bientôt. Je veux bien que tu switches. Donc, Jean-Jacques Charbonnier décrit les expériences de mort imminente. Et en fait, on va faire un petit rappel par rapport à ce que c'est et les étapes d'une expérience de mort imminente. Tout le monde est à peu près clair sur le concept? Ouais. Je pense que vous êtes bon client. Donc dans les étapes, on va faire un petit rappel parce que moi je les ai pas toutes dans l'ordre et puis pas forcément comme il faut. Donc au début, on a une sensation de paix et de calme.
Ensuite, des bruits, un tunnel, une décorporation, une rencontre avec des êtres familiers, un défilé de sa vie, on rencontre un être de lumière, on voit une frontière, on fait demi-tour, et ensuite il y a une réincorporation. Donc là, je me suis dit en faisant le diapo, oh là là, je vais plomber l'ambiance en commençant par la mort, mais finalement, si on voit cette mort comme juste une étape, en fait, c'est peut-être juste le commencement d'autre chose, en fait. Donc c'est le genre de questions qu'on va se poser pendant le truc. Du coup, une des premières questions que je me pose, c'est comment représenter l'esprit, tout simplement. Sachant que c'était un livre destiné aux enfants, donc il fallait que j'ai un style assez enfantin et assez neutre, parce qu'en fait, je voulais que les enfants puissent s'identifier facilement. Et du coup, en lisant plein de bouquins, en essayant de voir des représentations, on se demande quelle pourrait être la texture comme ça d'un esprit ou d'une âme. Après, je m'excuse d'avance, je vais utiliser ces termes-là, mais je ne suis pas encore bien sûr des définitions de chacune de ces concepts. Donc là, par exemple, il pourrait très bien être fantomatique, il pourrait un peu être liquide. Là, on pourrait s'inspirer des chakras, par exemple, ou alors lumineux. Bon, après, moi, j'ai fait mon choix, j'ai fait plusieurs essais, et puis là, j'ai gardé celui-là. C'est le fil directeur de tout le livre. Du coup, dans les représentations, c'est dommage, on ne voit pas bien. Dans les représentations de la sortie de corps, justement, donc on a l'interprétation de Luigi Chiavonetti. Bon, on l'a pas. Moi, j'ai un style un peu plus simple, on va dire. Mais donc toujours dans cette idée-là de représenter des choses assez compliquées à comprendre, mais de manière très simple. Donc là, on voit le corps qui sort comme ça, et en fait, on peut se demander un tas de questions, à quelle vitesse, etc., etc. Là, j'ai représenté le fait qu'un esprit peut aller très très vite, il peut aussi passer entre les murs, enfin, il est capable de plein de choses. Et du coup, il y a ce fameux tunnel. Donc, tunnel qui, dans les sociétés contemporaines, ou enfin occidentales, dirons-nous, c'est souvent représenté par un tunnel, alors que dans d'autres continents, ça peut être très bien être une rivière ou encore une porte. Et dans les interprétations qu'il y a eu celle de Jérôme Bosch avec l'Ascension des élus, ou encore Dante et Béatrice au paradis par Gustave Doré. Et j'étais obligé de respecter des codes. Plusieurs fois, j'étais obligé de me dire, bon, retiens-toi, parce que sinon, les gens ne vont rien comprendre. Donc, pourquoi le bleu? Moi, je pense que le bleu, c'est ce qui représente le mieux l'au-delà. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas vous, mais en tout cas, j'ai ce truc-là. Et dans le livre La mort expliquée aux enfants, il y a une allégorie que j'ai adorée, c'est justement le fait d'assimiler l'esprit à un pilote et une voiture au corps. Donc ça voudrait dire que si jamais ma voiture tombe en panne, le pilote va changer de voiture. Et là, du coup, ça suggère un tas de choses. Par exemple, moi, j'ai travaillé dans une ferme pédagogique et on recevait souvent des personnes handicapées. Et souvent, on peut être mal à l'aise par rapport à ça, par rapport à la forme qu'ils ont, la manière de s'exprimer et tout, on peut être mal à l'aise. Mais si on se dit que c'est un pilote qui est dans une voiture cabossée, là, tout de suite, on voit les choses différemment et on s'adresse à lui. Non pas, on ne s'adresse pas à sa voiture, mais on s'adresse au pilote. Et du coup, forcément, si on tire l'idée que le pilote d'une voiture change de voiture, en fait, cette voiture-là, ça peut être très bien une voiture de luxe, ça peut être une voiture, ça peut être une Renault 5, une Renault 5. Je fais une référence à la dernière chanson de Eric, qui s'appelle Yellow Renault 5. Et du coup, là, ce serait le parcours justement de cet esprit au fur et à mesure des réincarnations. Donc, si on tire un peu le fil des voitures, donc avec des voitures qui se sont crashées, d'autres qui sont cabossées, et là, tout le parcours un peu ascensionnel où on pourrait tomber. Et puis bon, moi j'ai mis une ligne d'arrivée, mais ça se trouve il n'y a pas de ligne d'arrivée. Elle est tout en haut à gauche là. Du coup, je tire, et bien comment essayer de représenter simplement la réincarnation? On parle souvent de ligne de vie comme ça. Donc cette ligne-là était importante. Et puis du coup, à la fin à la mort de la personne, il se passe quelque chose. Et en fait, c'est ce grand vide-là qui est intéressant, qui se passe entre les deux étapes. Et du coup, hop, réincarnation. Et entre-temps, vous avez vu, l'âme, elle est plus contrastée. Donc ça veut dire qu'elle a pris de l'expérience par rapport à ce qui s'est passé. C'est quelque chose que j'ai aussi essayé de représenter.
dans ce dessin à droite, où en fait c'est de plus en plus difficile et en fait elle est de plus en plus à l'aise et on voit les lignes de vie comme ça qui se succèdent. Et j'aime bien faire des parallèles avec les jeux vidéo parce que du coup ça fait partie de ma culture et de mes sources d'inspiration. Si on fait un parallèle avec les menus qu'il y a dans les jeux vidéo, on pourrait très bien se dire que par exemple une expérience de mort imminente, une fois que la partie est en pause, en fait on peut la reprendre, donc reprendre la partie. Nouvelle partie, on pourrait très bien commencer une nouvelle partie, donc c'est-à-dire commencer en tant que chat en 1781 en Inde. On ne sait pas en fait, ça peut être tout et n'importe quoi. Charger une partie, ça pourrait justement peut-être revivre des souvenirs de vie antérieure, de choses comme ça. Bon, là, je pars du principe que vous connaissez un peu ce vocabulaire, hein, d'accord? Ça va y aller. Option changer la difficulté. Bah oui, si vous avez eu une vie un peu facile, vous n'avez pas trop évolué et tout. Si on est dans cette logique d'amélioration grâce à la réincarnation, en fait, on va changer la difficulté, on va pimenter un petit peu tout ça, et puis ça va permettre à l'âme d'évoluer. Et l'aide, demander de l'aide à un guide, hein, comme on demanderait à un, je sais plus comment on dit, un MJ, je sais plus, dans le jeu vidéo ou dans le jeu de rôle. Donc voilà, ce parallèle avec les jeux vidéo, j'aime beaucoup ça. Et donc ce sera la question pendant toute la conférence, la grande question. Est-ce que le cerveau sécrète la conscience ou est-ce que la conscience est extérieure et est captée par le cerveau comme une interface? Là, on était dans simplement l'opposition corps-esprit pour expliquer simplement à des enfants que le corps physique, il n'y a pas forcément que ça. C'est plus une combinaison des deux. Et donc là, on va passer à un autre livre que j'ai illustré qui s'appelle Voyage aux confins de la conscience. Et en fait, qui parle de Nicolas Fraisse. Je ne sais pas si vous le connaissez. Nicolas Fraisse, c'est quelqu'un qui est capable de sortir de son corps à volonté, comme ça, et en fait, il peut vraiment expliquer de manière très précise ce qu'il a ressenti, ce qu'il a vécu. Et en fait, il a été étudié par Sylvie Détiolaz ici, et Claude-Charles Fourier, pendant plus de 10 ans, pas 10 ans d'affilée, mais régulièrement. Et illustrer ce livre-là, ça a été un vrai régal, parce qu'en fait, j'ai pu demander directement à Nicolas ce que lui ressentait, ou ce qu'il voyait, ou de quelle couleur il voyait, pour que je sois le plus fidèle possible à ce qu'il voulait décrire. Du coup, je fais un peu de character design. Et du coup, je vais faire mes recherches. Et du coup, je vais essayer d'imaginer comment un corps comme ça peut se déplacer en dehors de l'espace-temps. Alors, je me suis inspiré de plongée, je me suis inspiré de parachutisme pour essayer de bien le faire bouger, que ce soit dynamique. Après, d'un point de vue de la texture, il pourrait être vaporeux, il pourrait être plus transparent. Est-ce qu'il y a des étoiles? Est-ce que c'est moi qui veux rajouter des étoiles pour que ça fasse un peu kitsch? Est-ce que les nuées comme ça, est-ce que c'est juste pour faire un effet? Ou alors est-ce que vraiment il y a cette nuée-là? Donc après, dans les références, vous avez Le Surfeur d'Argent et puis Dr Manhattan dans Watchmen, parce que je suis fan de jeux vidéo et de comics aussi. Et après, c'est une de mes phases préférées dans le dessin. C'est la phase de recherche. Ça, c'est un truc que j'adore. Et c'est vraiment une chance extraordinaire de pouvoir discuter avec les auteurs comme ça et avec Nicolas pour avoir tous les détails et essayer d'interpréter ça à ma manière. Du coup, là, on arrive à un truc un peu plus super-héros. Donc là, je me suis bien amusé. Et en fait, on s'est mis d'accord sur cette texture-là. Bon, Nicolas, il n'est pas si musclé, hein. C'est moi qui, vraiment, je voulais le mettre en valeur parce que de toute façon, on est dans le monde, on est de l'autre côté, donc on peut très bien se dire qu'il a cette forme-là. Bon, Nicolas, aujourd'hui, il est moins musclé et il a moins de cheveux. Mais bon, je dis ça parce que c'est vraiment pour le taquiner, hein. Donc, étoile, il y a ce côté un peu aquatique aussi. Là, comme c'est sur du blanc, j'ai dû mettre les traits noirs, mais je mettrai les traits blancs pour lui donner un côté plus transparent. Parce qu'en fait, si on suivait aussi à la lettre ce que disait Nicolas, en fait, lui, quand il sort de son corps, il se représente comme une boule. Donc, sinon, tout le livre, je fais des boules, bon, ça va pas être très intéressant, quoi. J'adore hein, dessiner les boules, mais bon, là, c'est... Enfin, pas ces boules-là. Hein, Vas-y, tu veux changer. Change vite. Donc, on reprend depuis le début. Donc là, ma manière à moi d'expliquer ces phénomènes-là, c'est d'utiliser un style très simple,
sans détail, parce que ce que Nicolas raconte est difficilement appréhendable. Donc moi j'ai pris un style un peu encore les jeux vidéo, dans les didacticiels de jeux vidéo, c'est-à-dire au début du jeu, on vous apprend à jouer au jeu. Et du coup, il faut des étapes comme ça pour que vous compreniez bien, donc j'ai utilisé ces codes-là. Donc lorsque Nicolas raconte qu'il sort de son corps, il dit qu'il peut sortir par le haut de sa tête, ou par la plante des pieds, ou encore le plexus solaire. Donc ça, c'est des choses qu'il faisait spontanément, sans contrôle, il y a plus de 10 ans. Maintenant, il arrive à le faire de manière facile, quoi. Au moment de la décorporation, il raconte que c'est très lent, par le haut de la tête. Si c'est par le haut de la tête, ça peut prendre du temps comme ça, et puis hop, après, il peut se déplacer. Et par contre, le retour est souvent très brutal, instantané, comme ça. Il rentre vite à l'intérieur, il suffit qu'il soit surpris ou qu'il ait peur, et tac, il rentre. Donc je vais peut-être redéfinir les sorties de corps. Donc les sorties de corps, Nicolas, quand il est dans un état particulier, donc si par exemple s'il somnole ou s'il dort ou s'il n'est pas concentré sur un truc ou il pense à autre chose, en fait, il est capable de vraiment visiter d'autres lieux, d'observer des scènes très loin. Après, je vais vous montrer la suite, mais ça peut être assez extraordinaire. Et là, on arrive aux limites de ce qu'on peut raisonnablement accepter. Juste avant, il y avait l'effet vortex, mais il est là, donc ça va. L'effet vortex, c'est le fait de passer comme ça dans un tunnel. Il avait cette sensation-là. Et du coup, il raconte 3 anecdotes. C'est qu'il s'est retrouvé, hop, dans son appartement avec son ex-petite amie, qui était en train de se gaver de Nutella et de bière. Et en fait, il était fâché parce qu'il lui a dit « Oui, je vais faire un régime, je cherchais du travail. Oui, bon, en attendant, tu es en train de boire des bières et manger du Nutella. » Et hop, il voit la scène là. Il a vu aussi une de ses collègues à son travail, parce qu'il est infirmier, je crois qu'à ce moment-là, il était comptable, en train de piquer ses gâteaux dans son bureau. Et puis un administratif de son travail qui devait faire des papiers très très importants, il était en train de faire je sais pas quoi, mais tout sauf de s'occuper des papiers de Nicolas. Et alors du coup, la grosse question, c'est la vision à 360 degrés. Alors là, comment moi j'essaie de représenter ça? J'ai fait différents essais pour essayer de voir comment, de son point de vue, on pourrait percevoir et voir les choses à 360 degrés. Si on veut cet effet-là, si on veut rendre cet effet-là, il aurait fallu que je fasse un dessin à plat, en panoramique comme ça, et avec des angles impossibles. Ou alors, si je voulais prendre une photo pour ensuite recopier la photo pour refaire cet effet-là, il me faudrait 9 appareils photo. Après, peut-être qu'il y a d'autres solutions que je n'ai pas trouvées, mais en tout cas, sur Internet, dans les forums et tout, c'est ce que j'ai trouvé. Bon, je n'ai pas acheté 9 appareils photo. Il y a aussi un autre phénomène qui s'appelle la vision à distance, donc le remote viewing. Donc là, il ne se retrouve pas dans un autre endroit, il voit une autre scène. Donc c'est des choses qui sont connues parce que ça a été utilisé militairement. Là, ça commence à être déclassifié, toutes ces données-là. Et alors, un des trucs qui m'éclate le plus, c'est le fait qu'il puisse investir un nouveau corps, donc incorporer. Voilà, il pourrait très bien être à votre place et percevoir les choses comme un spectateur. Donc là, ça commence à tirer sur les choses qu'on peut raisonnablement accepter. Donc il pourrait très bien vivre la vie, même quelques heures de la vie d'un enfant, d'une personne âgée, d'un homme, d'une femme, ou de personnes de différentes ethnies. Et là où c'est cool, c'est avec les animaux. Moi, je n'ai pas pu m'empêcher de demander, mais alors Panthère, ça fait comment? Raconte. Et il m'a dit, de toute façon, moi, ce que j'ai adoré en Panthère, c'est de s'étirer comme ça. Parce qu'il y a tous les muscles et tous la colonne vertébrale qui se... comme ça. Et donc, Castor et compagnie. Après, il n'a pas vraiment de maîtrise, c'est ce qu'il me racontait. Il n'a pas vraiment de maîtrise sur les corps, il est vraiment spectateur à l'intérieur. Il y a une chose que j'ai mis du temps à comprendre, et je vais vous présenter le truc un peu. C'est la différence entre la sortie de corps et l'expansion de conscience. D'après Nicolas, Sylvie Détiolaz et Claude-Charles Fourier. La sortie hors du corps, du coup, c'est vraiment un corps astral qui sort de notre corps physique. Alors que l'expansion de conscience, il peut très bien rester dans son corps, mais avoir une vision comme ça. Et en fait, si vous voulez, ce serait comme s'il était dans des montagnes russes,
dans le petit char comme ça, là, et que c'était pas du tout le char qui bougeait, mais c'était les montagnes russes quoi, qui bougeaient. Il est immobile, c'est le décor qui bouge. Donc là, il faut aussi se représenter ça. Désolé pour les... Merci. Et là, ce seraient les endroits qu'il a visités. Donc là, il y a Jupiter. Ici, il me semble que c'est... je ne me rappelle plus. Là, il parle d'endroits un peu toxiques, tout vert. Là, en haut, des foudres enflammées. Il a été pas loin d'une supernova ou pas loin du Soleil. Alors là, on se dit, mais alors attends, qu'est-ce qu'il mange comment il fait pour... est-ce qu'il a rêvé ça complètement, comme un rêve lucide, ou alors est-ce qu'il a vraiment été dans ces endroits-là? Et pareil, la différence entre la sortie de corps et l'expansion de conscience, c'est que la sortie de corps, il peut ressentir les choses, il peut ressentir les choses. Et l'expansion de conscience, non. Là, il a rencontré aussi des entités. Donc, moi, comment vous voulez que je représente une entité multidimensionnelle qui a toutes les connaissances possibles? Comme une espèce de nuage comme ça qu'il aurait rencontré. J'ai essayé de jouer avec le côté un peu cadré de la bande dessinée pour sortir un peu de l'espace et puis tourner autour. Et c'est fini et je vais passer à autre chose. Alors là, j'espère que... donc voilà la conclusion. Alors, par rapport aux sorties de corps, je partage ça avec vous parce que ça m'a éclaté de faire ça. Vraiment, d'essayer de bien comprendre comment lui percevait les choses et comment respecter le plus fidèlement possible et que ce soit compréhensible pour tout le monde. Bon, là, du coup, j'espère que vous êtes bien assis parce qu'on va parler de Philippe Guillemant. Je ne sais pas si vous connaissez Philippe Guillemant. Je suppose que c'est un nom... c'est un type connu. Donc, Philippe Guillemant, on a fait 2 livres ensemble. La physique de la conscience et le grand virage de l'humanité. Philippe Guillemant est physicien et ingénieur au CNRS, fraîchement retraité. Et je suis allé le voir il y a 2 semaines, il me dit là, depuis que je suis en retraite, je rajeunis. Oui, c'est vrai. Il fait des treks de 3 heures tous les jours, des super randonnées et tout. Il a une patate. Bon, bref, excusez-moi. Donc, on a fait la physique de la conscience ensemble. Et il y avait également Jocelyn Morisson. Jocelyn Morisson, avec qui a collaboré avec Philippe sur la physique de la conscience, parce que Philippe, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est dur à lire. Et c'est des concepts qui sont particulièrement ardus à comprendre. Et c'est là où Jocelyn a fait un super travail de vulgarisation. C'est qu'il a commencé à utiliser la psychologie, la philosophie pour essayer de faire des parallèles, de vulgariser tout ça, que ce soit beaucoup plus clair. Et même pour moi, j'ai souvent discuté avec Jocelyn pour dire mais qu'est-ce qu'il raconte Philippe là? Donc, la physique de la conscience, c'est le 2e livre que j'ai fait après La mort expliquée aux enfants. Et je pense qu'en le faisant, j'ai perdu quelques neurones au passage, parce que c'était très difficile d'expliquer ce que Philippe pense et de le simplifier. C'était... je vais tourner. Et Philippe a écrit un roman qui s'appelle Le Pic de l'Esprit. Et en fait, il y a un monsieur qui avait déjà représenté le territoire qui est présent. Je suis vraiment désolé pour lui, j'ai oublié son nom. Mais du coup, je me suis inspiré de ce qu'il a fait. Et en fait, l'idée, pour revenir à la conscience, parce que c'est quand même le thème, la question, c'est qu'est-ce que la réalité? Là, ici, tout ce territoire représenterait le territoire de la pensée, et là, ici, le parc de la pensée. Et le parc de la pensée, ce serait nos perceptions à nous actuelles, ce qu'on croit être vrai, et rien d'autre n'existe. Alors qu'il y a des personnes qui arrivent à sortir de cette espèce de bulle, de cette ville, et explorer le nord, l'ouest, l'est, le sud. Et en fait, vous avez, là, ici, vous pouvez peut-être pas lire, mais là, ici, vous avez par exemple la décharge du hasard, ou alors la chaîne des dieux, donc par rapport à la religion. Et en fait, nous, ce qui va nous intéresser pendant cette conférence, c'est la conscience. Donc la conscience serait représentée par le pic de l'esprit. Donc là, je dis ça comme ça, c'est peut-être ultra résumé, mais c'est pour vous expliquer comment moi j'ai compris les trucs. Et cette allégorie du territoire montagneux à explorer, qui représente le fait de rechercher ce qui est du matériel, de l'immatériel, je trouve ça chouette. Alors la première question, et la plus importante, c'est est-ce que la réalité est réelle? Qu'est-ce que la réalité?
Et du coup, je me suis inspiré, vous devez connaître la caverne de Platon. Et donc j'ai fait 3 symboles au fond. Donc l'idée, c'est que notre réalité serait cantonnée à ces 3 symboles-là. Donc là, ici, pour Philippe, il y a l'espace, la matière et le temps. Non, alors du coup, le temps, l'espace et la matière. Voilà, après, c'est moi qui ai essayé d'interpréter ces trucs-là. Je vous mets au défi de représenter la matière sur une feuille de papier. Bon, j'ai quand même essayé. L'idée, c'est de sortir de cette caverne de Platon. De se dire que finalement, en fait, ces projections ne sont qu'une partie de la réalité. Le but, c'est de sortir de cette, de cette fausse réalité ou qui n'est que partielle. Donc forcément, il se pose la question de l'illusion de l'espace. Et en fait, Philippe Guillemant, en fait, il va utiliser les théories de physique classique et de physique quantique pour essayer de... en fait, en tirant comme ça, il va théoriser des nouvelles choses et sortir un peu des rangs, mais toujours en restant dans le cadre de la science. Ce qui fait que la plupart de ces idées sont validées par le monde scientifique. Mais il est sorti du parc de la pensée, il est allé voir un peu les frontières, quoi. Donc moi, de mon côté, on me dit représente l'espace. Ah, ok. Donc j'ai essayé de faire un effet de fisheye. Donc c'est comme si c'était un poisson qu'il voyait. Si vous faites de la photo, vous connaissez bien. Où il dit aussi que l'espace peut être pixelisé. Donc là, j'ai fait ma référence avec les jeux vidéo. L'illusion de la matière, donc moi, comment je représente la matière? Vous avez peut-être dû remarquer que je fais pas juste un truc posé la matière. Le seul moyen que j'ai trouvé, c'était de représenter ces concepts-là par des lieux. Je ne sais pas si c'est un raccourci mental ou je sais pas quoi, mais ça m'a bien aidé. Et du coup, Philippe et Jocelyn parcourent ces lieux. Donc la matière, ce serait pour moi, ce serait ferreux, je crois qu'on dit ça, de la ferraille ou quelque chose de très dur, compact comme ça, carré. Je trouve que ça va assez bien. Je crois que c'est un jeu sur Jiffy que j'ai trouvé pour faire ça. Du coup, le temps. Alors là, c'est là le grand travail de Philippe, c'est parce que c'est un physicien du temps, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, mais après, c'est lui que je connais le mieux. Donc, le temps, forcément, hein, le sablier, le grand désert. Et en fait, si vous voulez, l'idée de Philippe, c'est que le temps n'est pas chronologique. Donc, en fait, le passé, le présent et le futur ne sont pas forcément que dans cet ordre-là. En fait, il part du principe que l'espace-temps, donc qui est représenté comme ça, de manière générale, par tout le monde sur tous les livres, sur tous les sites internet que vous trouverez, l'espace-temps, donc une espèce de tube cylindrique comme ça. Et en fait, selon Philippe, l'espace-temps ne serait pas rigide, mais il serait flexible. Donc ça veut dire qu'il pourrait bouger grâce à des vibrations, ce qui voudrait dire que par exemple, le futur pourrait avoir un impact sur le présent si on tire vraiment la physique quantique dans ces recoins comme ça. C'est des choses qui peuvent paraître intéressantes, mais qui sont très difficiles à comprendre parce qu'on en arrive à des idées où le passé peut changer. Donc là, je sors de mes compétences. Mais du coup, il a souvent utilisé cet arbre-là que moi j'ai refait à ma sauce. L'idée, ce serait que le passé est représenté par les racines. Vous avez vu, il y a plusieurs racines. Il y a le tronc qui représente le présent, et ça, ce serait toutes les potentialités de futur. Et dans toutes ces branches, il y en a une qui est idéale pour chacun d'entre nous. Je ne vais pas aller plus loin parce que je pense qu'il faut expliquer. Du coup, la ligne temporelle qui est représentée en haut, là, de manière très très schématique, nous, on serait à l'intérieur de cette ligne et on serait capable de la faire bouger sur un océan quantique, quanto-gravitationnel. Je l'ai répété beaucoup de fois. Et je l'ai tapé beaucoup de fois aussi sur Google. Donc je ne savais pas comment représenter ça et je crois que je ne vais pas l'avoir mis dans le diapo. Bah tiens, le voilà. L'océan quantique, l'océan quanto-gravitationnel. Donc il fait des vagues quanto-gravitationnelles. Du coup, pourrait très bien être représenté par ça. Et cette espèce de boule là qui est jaune normalement pourrait représenter la conscience qui a un impact sur l'espace-temps et qui le fait vibrer.
Et moi, j'adore la définition de l'âme par Philippe, parce que c'est un physicien qui parle de spiritualité. C'est quand même, je trouve ça chouette. Donc, accrochez-vous bien, vous êtes prêts? Un système immatériel de coordination quantique atemporelle du vivant, capable de rejeter son excédent d'entropie et de survivre à la mort du corps physique. Alors moi, entropie, j'ai toujours pas pigé. Non. Négantropie, entropie, en plus, je crois que c'est inversé. Là, je bug. On va essayer de décrypter ça ensemble. Donc, on va revenir à la conscience. Donc, selon Philippe, l'âme peut être modélisée et segmentée de manière verticale, comme ça. Donc, en 3 parties, le soma, le moi et le soi. Je vais vous épargner la lecture des textes qui sont là, c'est plus pour moi. L'idée, c'est que le soma représente notre corps physique, sans nos vêtements, vraiment le véhicule, comme on disait tout à l'heure avec Jean-Jacques Charbonnier. Le moi, ce serait notre personnalité, ce qui peut agir comme ça dans la réalité. Et le soi, c'est quelque chose de beaucoup plus inconscient, de beaucoup plus en dehors de tout ce qu'on peut maîtriser, en tout cas dans la vie de tous les jours. Et du coup, moi, j'ai représenté ça par un monolithe. Toujours un lieu comme ça, et puis des glyphes à l'intérieur pour donner le côté vraiment mystérieux et cryptique au fait de dire que voilà, l'âme, c'est ces 3 étages. Voilà. Donc l'espace-temps qui vibre comme ça. Et il a rajouté une chose, Philippe, il a rajouté, ça c'est un de ces schémas que je me suis réapproprié, il a rajouté la boule jaune qui représente la conscience et qui serait en dehors de l'espace et du temps. Et c'est là tout le truc, c'est qu'en fait on inverse un peu les choses. Et après, voilà, moi j'ai repris ce truc-là. Et ça, ces boules-là représenteraient possiblement des vies qu'on aurait vécues. Et là, en fait, l'âme qui serait à un niveau beaucoup plus vertical serait capable de voir toutes ces vies en même temps. Donc là, en fait, on est en train de, si on aime bien ces sujets de réincarnation, nous, on est dans un truc chronologique. Mais en fait, il faut comprendre, d'après Philippe et plein d'autres, que en fait, l'âme ou une surâme verrait toutes les vies et les vivrait toutes en même temps. Vous imaginez le truc? Bon, je me suis pas galéré, j'ai gardé le schéma. Hein, parce que... Encore un autre schéma, mais là c'est vraiment pour faire un parallèle très rapide. J'ai relu le livre, j'ai pas réussi à trouver la réponse exacte. En fait, si on calcule tout et qu'on met tout et qu'on additionne tout, on arrive à 12 dimensions, un espace-temps avec 12 dimensions. Et j'ai essayé de représenter ça comme ça. Voilà, c'est pareil, c'est une lampe de décoration que j'ai utilisée pour essayer de représenter le truc côté incurvé comme ça, l'espace-temps qui serait complètement distordu. Et du coup, le soma représente le véhicule. Alors, je vais expliquer après. Donc là, l'allégorie de l'âme encore. Donc là, c'est pareil, j'ai utilisé une référence sous les bons conseils de Jocelyn, de Krishna et Arjuna, pour qu'il y ait à la fois le cheval, le véhicule, et celui qui conduit et celui qui le guide. Donc, je pense que celle-là, elle est beaucoup plus représentative que les schémas d'avant. L'idée, c'est que donc le soma, c'est le véhicule. Le cheval, du coup, celui qui tire, quoi. Celui qui guide, donc le soi, et je ne sais pas comment on appelle ça, une surâme ou un suresprit qui guiderait tout ça. Et là, on va passer, désolé pour les transitions, là, on va passer, je sais pas. Ok, bon, ça va, tout le monde suit? Bon, là, on va baisser de niveau de complexité, d'accord? Après Jean-Jacques Charbonnier, Philippe Guillemant, Jocelyn Morisson, Sylvie Datuelas, Claude Chart-Fourier et Nicolas Fraisse, on va parler de Se souvenir du futur. Donc, c'est de tous les livres que j'ai illustrés, j'en ai illustré 8 pour l'instant. C'est celui où je me suis le plus éclaté. Donc, je voulais finir par celui-là. Romuald Le Terrier, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un ethnobotaniste qui est spécialisé dans l'analyse des plantes comme l'ayahuasca. Et en fait, du coup, il est amené à aller visiter
des cultures comme ça reculées. Donc là, qui plus est, c'était les Shipibo, donc qui vivent au Pérou. Et en fait, des chamans vont prendre de l'ayahuasca et vont faire prendre de l'ayahuasca pour faire vivre des choses aux personnes qui ont essayé, quoi. Bon, ouais, j'ai résumé un peu. Euh, le retour de Jocelyn Morisson, qui arrive encore comme vulgarisateur, qui vraiment essaye d'utiliser encore la philosophie, la psychologie et plein d'autres références pour appuyer comme ça le propos et le rendre encore plus facile à comprendre, mais pour moi aussi. Donc là, je commence volontairement par une illustration de ce type, parce qu'en fait, je me suis inspiré des peintures que les chamans font, certains, une fois qu'ils ont vécu une vision. Et en fait, il y a souvent ce truc symétrique, avec beaucoup d'animaux, beaucoup de motifs, et c'est des couleurs qu'on peut quasiment pas décrire, quoi. Donc pour moi, c'était super à faire. Moi, je me suis éclaté à faire ça. J'en ai fait une double page pour chaque titre. Je crois qu'il y a 9 ou 10 titres. J'ai adoré faire ça. Et en fait, là, l'histoire que je vais vous raconter est résumée par le dessin. Je ne sais pas si vous l'avez reconnu. Jung, merci. Carl Gustav Jung, à qui on attribue le fait qu'il ait inventé le concept de synchronicité. Peut-être que ce n'est pas exactement le cas, mais en tout cas, il est connu pour ça. En fait, il y a une histoire qui est toute bête, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est au début du livre, Se souvenir du futur. En fait, il y a une dame qui vient régulièrement voir Carl Gustav Jung, et parce qu'elle a toujours le même problème récurrent. Et un jour, elle raconte un rêve qu'elle a fait la nuit d'avant, où elle a vu qu'elle avait un collier avec un scarabée d'or dessus. Scarabée doré. Et au moment où elle raconte ça, il y a un scarabée doré, une cétoine dorée plus précisément, qui vient se poser sur le bord de la fenêtre. Et là, Carl Jung, il lui dit « Ah bah tiens, le voilà votre scarabée ». Donc là, ça représente assez bien le principe de la synchronicité. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la synchronicité, ce serait un hasard qui a l'air complètement anodin, mais qui est très important pour la personne à qui ça arrive. Après, on peut des fois en louper plein, ou alors à trop les chercher, on n'en trouve pas. Enfin bon, c'est toute une logique comme ça de lâcher prise qui fait qu'il va nous arriver un truc, et en général, c'est plutôt un encouragement. Je crois que c'est bon, oui. Et là, du coup, le scarabée, la cétoine dorée, et là, le bijou que j'ai mis à l'intérieur. Merci. Donc, moi, il fallait que je schématise ça. Et là, c'était la partie ardue de ce qu'il a pu se passer. Donc là, on a Tout le monde suit bien? J'espère ne pas aller trop vite. Le scarabée dans le rêve, donc symbolique. Gilles va aimer ça parce qu'il adore les symboles. Ici, donc le temps qui passe, qui peut être 1 seconde ou 10 ans. Et ici, le scarabée, donc, qui est l'animal. Donc, même là, graphiquement, il fallait que je joue avec le côté plus nuageux pour le côté onirique et le côté beaucoup plus organique pour montrer que c'est plus ancré dans la réalité. En tout cas, dans la réalité telle qu'on la perçoit. Et là, promis, il n'y a plus de schéma après. L'idée, de manière vraiment résumée, je ne vais pas approfondir le truc, je ne suis pas assez compétent. Mais j'ai vraiment essayé de traduire le truc. Donc, c'est pas que de la représentation, c'est aussi de les méninges et d'essayer de représenter comme ça des phénomènes, en plus de variations de temps et tout. Donc, je vous explique ça vite fait. Donc, l'idée, c'est que ce qui s'est passé avec Carl Gustav Jung et le scarabée, c'est que le scarabée est apparu comme ça dans le rêve. Ensuite, le temps passe. Et ensuite, il apparaît dans la réalité, au moment où la dame en parle. En fait, la constatation du fait que la personne a vu, quand elle a vu le scarabée physiquement, en fait, ça a renvoyé un message, tac, dans le passé. Ce qui fait que ça a créé en fait le rêve. Il va ensuite, donc, imaginer comme ça une boucle. Donc en gros, c'est pour ça que le livre s'appelle Se souvenir du futur. Tac, on revient en arrière comme ça, et en fait, le futur, du coup, il y a un nouveau futur, si on est dans la logique comme ça. J'espère que je ne vous perds pas tout ça. Parce que j'essaie vraiment d'être clair. On va voir si ça a marché d'ailleurs, de bien simplifier tout ça. Une autre anecdote qui est rigolote, donc là c'est pareil, j'ai utilisé volontairement un peu la bande dessinée.
et en quatre cases pour représenter le côté vraiment le temps comme ça qui peut être pris dans tous les sens. Et en fait, c'est une anecdote qui est toute bête. C'était Jocelyn qui était en train de passer la tondeuse et puis du coup, il voit une cétoine dorée. Non, il passait pas la tondeuse, enfin je sais plus. Il voit une cétoine dorée et puis il va envoyer un message à Romuald parce qu'ils étaient en train d'écrire le livre Se souvenir du futur. Il envoie un message à Romuald et Romuald était en train de poster en même temps sur Facebook. Tiens, regardez ce que j'ai trouvé sur mon épaule. Là, c'est une cétoine dorée. Oh là là, dis donc, quelle synchronicité. Et du coup, Jocelyn, pareil en même temps. Donc, c'était, on va dire que c'était encourageant pour l'écriture du livre. Donc là, c'est les sources d'inspiration que j'ai utilisées comme référence graphique et de composition. Donc Pablo Amaringo, que peut-être vous connaissez. Il y en a beaucoup d'autres, hein, mais je ne les ai pas tous cités. Et là, c'est un peu le style graphique des Shipibo. Donc en fait, on peut vraiment imaginer des labyrinthes comme ça qui pourraient, même si on tire un peu, qui seraient un peu comme les lignes temporelles de Philippe Guillemont. D'ailleurs, Philippe Guillemont a beaucoup inspiré leur travail à Romuald et Jocelyn. Donc là, on vient à une nouvelle histoire. Donc c'est quand Romuald est arrivé dans la jungle. Donc il était plus jeune. Il venait découvrir pour la première fois. Donc il a rencontré un chaman qui s'appelle Ernesto, que je n'ai pas représenté là. Mais là, je l'ai fait de manière un peu mystérieuse comme ça. Avec un paresseux, parce qu'en fait, dans les visions, les animaux peuvent être confondus avec les végétaux, avec les objets. Enfin, tout est vraiment mélangé. Et là, je me suis aussi amusé à essayer de représenter la dame ayahuasca, donc la grand-mère, l'esprit de l'ayahuasca qui serait... Bon, bah, vous avez compris la référence, hein, je ne sais pas si vous voyez, dans Pocahontas. Et du coup, avec des motifs Shipibo à l'intérieur. Et puis, ses cheveux sont du lierre, enfin du lierre, comme la plante de l'ayahuasca. Et puis, je crois que c'est tout. Et au cours de l'une de ses visions, Romuald a rencontré une créature mystérieuse, mystique. Bon, ça, c'est les trucs que j'ai préféré le plus dessiner. Un énorme serpent. Et il a entendu dans sa tête pendant la vision que c'était un ondulien. Donc le terme, le nom qu'il lui a donné, c'est ondulien. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à devenir tout blanc. C'est quand il a expliqué comment il représentait l'ondulien. Donc l'ondulien représente à la fois le passé, le présent, le futur, l'ADN. Il représente, là, ici, il fallait que je mette à l'intérieur des souvenirs. Dans les écailles, par exemple, à l'intérieur de lui, il y a tout l'ADN de l'univers qui se promène comme ça. En plus, il peut dissocier ses têtes, il peut avoir plusieurs têtes. Enfin, c'est tout un truc hyper compliqué. Donc, je voulais vraiment représenter cette scène-là, parce que, en plus, ça fait penser un peu à Ouroboros. Je ne sais pas si vous connaissez dans la mythologie. Enfin bon, je me suis éclaté, mais ça m'a pris 3 jours hein, pour faire ce dessin-là. Et du coup, il a fallu aussi représenter sa tête. Donc je ne sais pas si il y a aussi dans la mythologie nordique un serpent gigantesque, je ne me rappelle plus de son nom. Et vous voyez l'ADN à l'intérieur. Donc je ne sais pas s'il y a des dessinateurs ici, mais dessiner une branche d'ADN comme ça qui se courbe, je ne vous raconte pas le... Mais je voulais absolument vraiment être fidèle à ce qui pourrait être, quoi, avec mon style évidemment. Et donc là, c'est Romuald qui tombe face à l'ondulien, qui lui dit des choses qu'il ne peut même pas comprendre. Et en fait, ce qui est intéressant avec le serpent, c'est qu'on peut revenir avec les idées de lignes de temps. Donc en gros, la queue du serpent sera le passé, le milieu le présent et la tête le futur. Donc ça voudrait dire que ce serpent qui peut se dissocier comme ça, il peut y avoir plusieurs passés possibles, plusieurs futurs possibles, le présent reste comme ça. J'espère que je ne vais pas trop vite. Et donc là, on va revenir un peu à la théorie de Philippe Guillemont qu'on va assimiler version serpent cosmique. Le temps déterministe tel qu'on le connaît et qu'on le perçoit dans la vie de tous les jours, c'est passé, présent, futur. Une cause dans le présent a un effet dans le futur. OK. Donc ça, c'est la base.
Ensuite, là, c'est là où le bas blesse. La rétrocausalité dont j'ai parlé tout à l'heure, excusez-moi, j'ai parlé un peu fort. Rétrocausalité. Donc, ce serait une cause dans le futur qui aurait un effet dans le présent. Donc là, là c'est chaud, là. Ok, d'accord. Ok, donc il y a aussi une cause dans le présent qui aurait un effet dans le passé. Ok. Et alors là, moi, c'est la pire, moi, j'arrive pas du tout. C'est le futur qui a une cause dans le futur qui a un effet dans le passé. Alors, là, j'ai compris. Mais futur, présent, ça va. Ça va. Et Philippe Guillemant, qui est quand même très curieux, en rajoute une couche. Il dit non, non, non. On va rajouter un truc, la double causalité. Donc la double causalité, c'est le futur qui a une cause dans le futur a un effet dans le présent. Ok. Le passé, une cause du passé aurait un effet dans le présent. Voilà. Je suis perdu là. Complètement perdu. J'ai vraiment du mal à comprendre parce que même le passé, quand on le dit comme ça, c'est difficile à se dire qu'il peut bouger, quoi. C'est juste. Mais c'est ça qui est intéressant dans tous ces sujets-là qui sont abordés, c'est qu'en fait, on arrive à des frontières intellectuelles, quoi. Et Romuald Le Terrier, du coup, a essayé de mettre à l'épreuve ce phénomène de rétrocausalité. Et c'est là où on va rentrer dans les trucs intéressants. En fait, il a créé un protocole avec des cartes. Je ne sais pas si vous avez lu le livre. Du coup, moi, évidemment, qui suis fan de cartes Magic et compagnie, je me suis amusé à faire les versos des cartes en mode un peu vision ayahuasca. Et en fait, l'idée de ce jeu de cartes, c'est qu'il a organisé des stages de synchronicité avec ces jeux de cartes. Ils ont même fait un jeu qui s'appelle Synchronicity, qui est basé là-dessus. L'idée, c'est que vous avez deux piles. Alors là, j'explique de manière simplifiée, peut-être que c'est plus complexe, mais il y a deux piles, une pile avec des animaux, une pile avec des symboles. Et en fait, du coup, un jour, il a essayé son protocole qui était tout prêt, et il s'est dit, tiens, je vais tirer une première carte. Il tombe sur le rat. Ok. Et par inadvertance, il y a une autre carte qui tombe. Merci. Donc je vais la prendre. Donc normalement, dans le protocole, il y a juste un animal et un symbole. Donc là, ça complexifie le truc. Et il tire du coup la carte symbole, et là, il tombe sur le cristal. Et quand il joue avec ce jeu-là, en fait, il doit poser une intention. L'intention, c'est j'ai envie d'avoir une synchronicité dans la journée. Et puis, du coup, je tire ces cartes-là. La synchronicité devrait avoir un rapport avec ça. Et je lâche l'affaire. Je me détache de tout ça. Je ne mets pas trop d'intention dedans. OK. Et donc, figurez-vous que quelques temps plus tard, donc je ne me rappelle pas exactement de la temporalité, décidément, on parle de temps aujourd'hui. Il tombe par hasard sur une émission de jeux vidéo à la télé, et là, il tombe sur cette créature-là. Donc, un homme rat avec des cristaux dans le dos. Genre peut-être 6 heures après qu'il ait fait ce jeu de cartes. Donc là, on dit, ah ouais, c'est fort quand même. Bon, moi, je suis un petit peu geek sur les bords, vous avez compris. Moi, je pense que c'est un Skaven dans Warhammer. Voilà, dans les références. Parce que c'est les seuls êtres un peu homme-rat qui ont des cristaux comme ça. Bon, d'habitude, ils sont pas violets, ils sont verts. Bon, voilà. Et là, du coup, c'est l'histoire la plus cool de tout le livre. C'est quand il raconte un moment lors d'une de ses visions, Romuald Le Terrier qui est là, était dans un état particulier ce jour-là, et en fait il se sentait monter comme ça, il y avait plein de motifs, c'était très beau à voir, même difficile à expliquer, et tout d'un coup il a vu quelqu'un passer comme ça dans le tunnel, et puis du coup il est surpris, et comme à chaque séance, ils ont un moment où ils redescendent. J'en ai jamais fait, donc je ne pourrais pas vous dire exactement comment ça se passe, mais je suppose que ça s'arrête à un moment. Tout le monde se calme, et il y a un moment où tout le monde discute de ce qu'il a ressenti, ce qu'ils veulent faire, etc., etc. Et là, du coup, il y a Romuald qui regarde son voisin comme ça, et qui lui dit mais... Et puis l'autre, il le regarde, il fait ah mais tiens, je t'ai doublé. Donc là, alors là, on arrive encore à des nouvelles frontières, c'est-à-dire que le gars, il t'aurait croisé dans ta vision. Donc soit c'est une vision commune
où deux personnes peuvent aller même voir plus à l'intérieur. Donc cette conscience-là, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'elle est propre à une personne ou est-ce qu'elle est globale et qu'on peut s'y rattacher? Ça fait partie vraiment des questions qui, moi, moi, ça m'éclate. C'est bon, j'ai fait la blague. Et on en revient à cette fameuse question. À votre avis, est-ce que le cerveau sécrète de la conscience ou est-ce que la conscience est extérieure et captée par le cerveau? Moi, je pense que ce sont les deux. Après, il y a une chose qu'on peut... il y a une chose qu'on peut observer, c'est qu'en fonction de la culture de la personne, le récit va être toujours teinté de sa culture. Donc, par exemple, un jour, ils ont parlé à un pêcheur dans je ne sais plus quel pays, il était paumé dans la jungle. Et en fait, le mec racontait qu'il avait vécu quelque chose. Et en fait, comme il était pêcheur, il utilisait qu'un vocabulaire de pêche pour représenter ce qu'il avait vu lors d'une expérience de mort imminente. Comme je vous disais, il y a les portes et les rivières au lieu des tunnels. Et en fait, ça, c'est encore une nouvelle question que je vous pose aussi. Je serais ravi d'en parler avec vous, si on a l'occasion tout à l'heure. Il faut pas que je perde la question. Est-ce que c'est comme un puzzle où, en gros, il manquerait des pièces parce qu'on ne peut pas le comprendre et qu'avec les pièces de notre puzzle à nous, de notre histoire, on reconstruit tout ça pour que ce soit à peu près acceptable, tous ces phénomènes-là. Donc voilà, c'est toujours une question en suspens. J'ai pas forcément parlé des techniques de dessin ou même de mes intentions à chaque fois, mais bon, j'ai essayé quand même. Il fallait que je sois quand même clair sur le propos. Après, il me semble que c'est terminé. Ouais, voilà. Je sais pas quelle heure il est. Je sais pas. Il reste 3 minutes. Eh. Ah bah, on a 3 minutes, je vais m'asseoir. Du coup, en fait, c'est fini. Voilà ici tous les livres que j'ai illustrés chez Guy Trédaniel, donc que je remercie énormément pour sa confiance et toute l'équipe évidemment. Et c'est là que je vois que j'aime bien le bleu. Ouais, il y a un truc quand même. Voilà, donc vous voyez, j'ai associé la conscience au bleu. Je voulais remercier aussi Gilles pour l'organisation, Anne-Lise qui nous a présenté tout à l'heure, qui est libraire à la librairie Chrysalide. Et en fait, c'est elle qui a amorcé l'idée que j'envoie des dessins à Jean-Jacques Charbonnier au tout début. Donc elle m'a soufflé ça à l'oreille. J'ai dit non, on peut pas faire ça. Et en fait, j'ai quand même eu le cran. Et là, je suis là devant vous aujourd'hui à faire un truc que j'ai jamais fait. Et à parler de mes dessins, alors que normalement, quand on dessine, on ne parle pas trop. On parle à des gens, mais bon, on est souvent tout seul, quoi. Donc j'espère que ça vous a plu. Est-ce que je dois remercier d'autres personnes? Je vais remercier évidemment tous les auteurs avec qui j'ai travaillé. Parce que, en fait, si vous voulez, ce qui est génial, c'est que moi, pour vous le reparler de ma bande dessinée, qui se prépare très bien. Voilà, ça prend du temps, mais un jour, ça va sortir. Ce qui est rigolo, comme je vous ai dit tout à l'heure, je travaille là avec des gens que j'ai lus sans les connaître avant. Et ça a nourri ce projet-là. Donc je me dis, bon, on est peut-être sur la bonne voie. Et puis, du coup, je pense que je vais m'arrêter là. Je remercie tous les auteurs, chaleureusement, qui sont devenus pour la plupart des amis, avec qui j'ai pu échanger sur plein de détails, de questions de ce dont on a abordé là aujourd'hui. Et puis voilà. Et puis du coup, je vais faire une petite séance de dédicace juste après, là, pendant une demi-heure, a priori. Donc si vous voulez qu'on discute, je serais ravi de discuter avec vous. Merci de votre attention.